Cette semaine, dans le balado Mon Ciné, on se rend à Napierville. On cherche l'amour aux côtés de Cyrano. On adopte un lion et un loup. On se glisse dans le Paris de Balzac et on assiste à un enregistrement diabolique et sanguinaire d'un album des Foo Fighters. Bonne semaine, Jeff. Grosse semaine, Patrick. Oui. Ouais, puis des films assez variés. Donc, je pense que tout le monde y trouveront leur compte. En effet. Et puis, avant de s'attaquer aux sorties de la semaine, faisons un peu le tour des actualités, des bandes annonces. Donc, une semaine assez tranquille, somme toute, mais quand même un dévoilement d'une bande annonce qui me laisse un peu perplexe. Disons ça comme ça. C'est un projet qu'on attendait depuis longtemps, un peu dans les rumeurs, et ça s'est concrétisé. C'est le fameux Elvis, un biopic sur le célèbre chanteur. Mais pas tourné par n'importe qui, non, quand par même. Baz Luhrmann, qui est quand même pas controversé, mais disons qu'il fait des films assez flamboyants quand même et opulents, je trouve. Là. Et c'est surtout, l'accent est beaucoup plus mis sur le visuel, sur le style que la substance. Disons ça comme ça. Ses autres productions aussi ont toujours un gros impact de la musique dans ses films. Fait que là, comme c'est une histoire, un drame musical, un biopic, c'est sûr que ça va être intéressant. Mais on a l'air de parler évidemment autant de Elvis Presley, joué par Austin Butler, que du colonel Tom Parker, joué par Tom Hanks. Ouais, donc. Qui était aussi... Oh non, vas-y. Alors, c'est effectivement qu'il y avait une relation assez particulière et tendue entre les deux. Donc, ce côté-là peut être assez intéressant. Et de ce qu'on voit des images, évidemment, on voit le style Baz Luhrmann, une caméra qui bouge beaucoup, très colorée. Par contre, ce qui m'a dérangé, moi je dois avouer, je trouve que les maquillages sont vraiment pas réussis. Et je trouve que le comédien ressemble pas à Elvis non plus du tout. Donc, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris pour la fougue plus que pour ce qu'il reprend, là, pour l'énergie plus que pour ce à quoi il ressemble. Et je sais que c'est lui qui chante aussi. Donc, déjà là, c'est plus intéressant que Rami Malek qui faisait juste du lip-sync pour le film de Queen. À voir. Ils ont aussi l'air de vouloir parler beaucoup. Là, dans le logo, il y a le Lightning puis le TCB là, de Taking Care of Business, là, qui est comme le modo de Elvis, puis c'était le nom de son band, puis des trucs comme ça. Qui ont l'air à parler beaucoup de l'aura autour de lui. Je sais pas si on va voir la déchéance, puis tout. Dans la bande-annonce, on montre pas mal toutes ses époques, donc je sais pas si ça va se conclure avec son décès ou quelque chose comme ça, mais on le voit son comeback en 1968, de son comeback special pour la télé, on le voit à Las Vegas et tout ça. Ouais, les habits flamboyants, il y a une trame sociopolitique avec l'assassinat de Luther King. Ouais, Martin Luther King, les deux Kennedy aussi, John F. Robert, donc il a tout vécu ça dans les années 60. Donc, à découvrir, c'est le 24 juin, en fait. C'est quand même un retour un peu attendu pour les fans de Baz Luhrmann. Ça faisait longtemps qu'il avait fait un film. Il fait là, pas mal un film aux 6-7 ans. Là. Le dernier, c'était Gatsby, puis c'était comme 2013-14. Fait que même là, ça a été plus long qu'à son habitude. Donc, espérons que le film sera, en tout cas, meilleur peut-être que la bande-annonce, mais moi je suis pas convaincu, malheureusement. J'ai l'impression aussi que ça va durer comme 2h39. Là. Ouais, je sais pas. Hâte de voir. On en saura plus dans les prochaines semaines. Sinon, en termes d'actualité, un nouveau film, on peut parler de 2 films québécois. Le premier, quand même, une adaptation qui risque d'être assez intéressante d'un roman très populaire. Oui, c'est le roman Rue de Kim Thuy, qui avait été vendu à comme 500 000 copies, je pense, à travers le monde, traduit dans une trentaine de langues, dans 28 langues, pardon, et dans 38 pays. Ça avait été annoncé le projet, mais là, ce dimanche, le 27 février, le tournage débute. Ça va s'étendre jusqu'en avril et peut-être quelques journées là, d'été en juin. C'est scénarisé par Jacques Davids, qui a fait entre autres beaucoup de la télé, mais aussi Polytechnique. Mm-hmm. Rue, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le parcours d'une jeune fille vietnamienne, donc c'est autobiographique de la jeunesse et la vie de Kim Thuy, donc qui fuit son pays, le Vietnam, en pleine guerre pour se réfugier au Québec, où plusieurs défis l'attendent, notamment l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle aussi est arrivée pas avec sa famille, elle a été
accueilli dans une famille d'accueil. Et c'est notamment Karine Vanasse qui va jouer la mère, Patrice Robitaille le père, on a Marie-Thérèse Fortin en grand-mère maternelle. Quand même un casting assez intéressant et drôle de coïncidence quand même. Donc la comédienne qui va interpréter la mère de Kim Thuy s'appelle Chantal Thuy, donc il porte le même nom de c'est ça que de famille. Je sais pas peut-être eu le même parcours, je sais pas. Ouais, en fait ses parents oui, c'est ce que j'ai lu, donc font partie de cette génération-là de Vietnamiens là, qui s'étaient venus réfugier au Québec. Je sais pas si Thuy c'est comme l'équivalent un peu de Tremblay pour les Vietnamiens. Ouais, je lance ça comme ça. Mais et elle a fait, donc c'est une Québécoise, elle est montréalaise, mais elle travaille du côté beaucoup Canada anglais, États-Unis. Là, on peut la voir dans la série Magnum P.I., entre autres. Là, la reprise de cette célèbre série de Tom Selleck. Et je lance ça de même, mais est-ce que Patrice Robitaille serait rendu le nouveau Rémi Gérard? Peut-être qu'on va voir dans tous les films. Tous les rôles. Mais il est assez vieux pour être les rôles de père, tandis que Rémi Girard est rendu dans les rôles de grand-père. Ouais. Mais c'est comme ça prend pour le financement d'avoir Patrice Robitaille dans ton film. Il y a... mais ceci dit, je l'aime. Là. Oui, mais on a oublié, c'est Chloé Janji qui va faire ses débuts à l'écran, qui va être comme l'héroïne, là, la jeune Kim Thuy, si on veut. Et c'est réalisé par Charles-Olivier Michaud, qui a fait quelques films, dont, c'est quoi, Neige et Cendre, je pense, quelque chose comme Anna ça. aussi. Donc lui aussi, il tourne plus en anglais. En fait, pour ses films, je pense qu'il fait aussi de la télé. Là, oui, il a fait notamment M'entends-tu, qui est une très bonne série. Je ne sais pas s'il a fait toutes les saisons. Mais non, je pense qu'il avait changé. J'ai écouté la série récemment, puis il me semble que chaque saison, c'est un nouveau réalisateur. OK. Donc, fait que pas de date de sortie d'annoncer pour le moment. Ça sera distribué par les Films Séville. Fait que j'imagine qu'on peut s'attendre peut-être soit automne. D'après moi, ça va être en 2023, plus hiver printemps. Parce qu'on a annoncé le tournage de, c'est-tu là que t'allais? 23 décembre. Ben oui. Puis c'est aussi les Films Séville, fait que probablement qu'ils sont dans leur lancement. Puis lui devrait sortir pour Noël 2022, donc le prochain Noël. Fait qu'ils se mettront pas deux films d'impact en même temps. Là. Ça sera le gros film commercial québécois du temps des fêtes, donc une comédie romantique à la Love Actually. Quand même scénarisé par India Desjardins, là, qui adore vraiment ce genre de film-là. Donc je suis quand même curieux, c'est quand même une romancière scénariste intéressante. Là. Évidemment, India Desjardins, c'est elle qui est derrière Aurélie Laflamme. Donc, on a annoncé la distribution. Ouais, je ne l'ai pas noté. Y a-tu Patrice Robitaille dedans? Écoute, non. C'est surprenant. Mais ça doit être bon pareil. Mais j'ai noté quelques noms. Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnaud, Catherine Brunet. Donc, quand même, casting, on va pour la tranche d'âge fin vingtaine, trentaine. Donc, ça s'adresse vraiment à un public... Mais il y avait des plus vieux. Il y a Michel Barrette, puis il y avait... Guylaine Tremblay aussi, effectivement. Là. Donc, je pense que c'est un film choral un peu. On va suivre plusieurs personnages. Réalisé par Myriam Bouchard, qui avait tourné Mon cirque à moi. Voilà. Sinon, controverse entourant les Oscars. C'est ça. Les Oscars arrivent, il y a des controverses tout le temps. Tu sais, les Oscars, comme plusieurs cérémonies, ils en arrachent avec les codes d'écoute. Ouais. Puis c'est ça, leur plus gros défi, c'est ramener l'auditoire pour qu'il y ait plein de gens. Puis je pense que dans la dernière année, l'an dernier, il y avait eu comme 10 millions de codes d'écoute. Au Québec, c'est énorme, mais pour les États-Unis, c'est anémique. Puis c'était même une chute de plus de 50% par rapport à l'autre année précédente. Fait que ça va vraiment pas bien. Alors là, on se plaint tout le temps que c'est trop long, mais en même temps, il y a plein de catégories. Fait que là, ils ont décidé de couper 8 catégories qui vont enregistrer d'avance, donc comme hors d'onde. Puis comme ça, pendant les blocs de pause, les choses comme ça, ils vont juste pouvoir dire « telle personne a gagné, voici son discours rapidement », mais ils vont skipper toute la présentation et tout. Rapidement, ces 8 catégories-là, il y a montage, maquillage et coiffure, qui est le même prix, la trame sonore, le son, les décors, donc la direction artistique, les courts-métrages animés, courts-métrages en prise de vue réelle, puis courts-métrages documentaires. Fait que là, évidemment, tous les gens un peu de ces catégories-là ou d'anciens gagnants qui disent on comprend que vous avez un problème, mais il me semble que c'est pas ça la solution. Parce que le but, c'est de faire plus de place aux numéros, présentations, aux trucs comiques un peu. Ils ramènent des présentateurs cette année. Là. Ça va être co-animé par trois co-animatrices. Regina Hall, Amy Schumer puis Wanda Sykes. Mais bref... On ne sait jamais s'ils sortent de l'eau ou pas. Là. Je sais que ça a suscité une certaine controverse. En même temps, les Grammys, les Tonys ont procédé de la même façon dans les dernières années
pour justement alléger un peu le temps. Mon opinion là-dessus, c'est que je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Là. Je pense pour le commun des mortels, ces catégories-là plus techniques, les gens s'en foutent complètement. Là. Donc, et je veux dire, l'important, c'est quand même, on va mettre à l'écran, la télé, leur remerciement quand même. Donc, justement, la cérémonie va débuter 1 heure plus tôt, hors d'onde, où ces prix-là seront remis. Donc, la captation est quand même faite. Puis, c'est bien correct. Là. Mais effectivement, écoute, je pense que ça fait 10-15 ans que j'entends ce débat-là. Il faut raccourcir la cérémonie qui dure 3h30 à peu près. Donc, ça commence toujours vers 8h30 puis ça finit vers minuit. Donc, c'est certain que c'est long. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que la formule va être plus intéressante? Ça va être à suivre. Ouais, mais là, c'est pas tout. Non, Car ça a fait un petit tollé, peut-être n'avez-vous entendu parler, que Spider-Man No Way Home ne soit pas dans les nominations de meilleur film. Il y avait un petit lobby là, pour... Ouais, puis là, ce qui est pas fin, c'est qu'après, c'est ça, là, des animateurs vedettes, puis du monde se met à dire « Hey, il devrait être là, tel autre film ne devrait pas y être. » Puis là, c'est comme « Ouais, mais c'est pas plus fin de dire ça. » Fait que là, on dit « Attends, on va créer un prix du public. » Fait que là, sur Twitter, vous allez mettre hashtag, je me souviens même pas c'est quoi le mot-clic, là, hashtag prix du public, machin. Sauf que là, ben, la toile va s'emporter, puis c'est sûr que les trolls vont gagner, puis qu'il va y avoir un film champ gauche qui va gagner ce prix-là, puis ça va être juste gênant. Comme quand, parenthèse sportive au hockey, quand John Scott s'était ramassé au match des étoiles et tout. C'est écrit dans le ciel qu'il va se dérouler quelque chose de même. Je veux dire, quelle fausse bonne idée. Bien, effectivement, écoute, ça avait été tellement un cas flagrant, cette situation-là. Donc, écoute, j'ai hâte de voir et effectivement, on sent qu'il y a une volonté de vouloir, je dirais pas de démocratiser, mais de revenir à une tradition plus de films populaires, ce qui était le cas quand même là, dans les grandes années des Oscars, là, depuis peut-être une dizaine d'années. Une grande place est faite plus au cinéma d'auteur, cinéma indépendant, qui rejoint un moins grand public. Là. Mais en même temps, c'est dur de juger la qualité de ces films-là. Est-ce qu'un Spider-Man a sa place plus qu'un autre? Ou tout ça est tellement subjectif au bout du compte. Là. Ben, donc, c'est ça, ce qui est un peu comme... je pense que c'est au... j'entendais dans le milieu de l'humour au Québec, pour les Oliviers, il y a le prix du spectacle le plus vendu. Ouais. Puis il y a plusieurs humoristes qui disent « Ouais, mais t'as pas besoin de prix. Tu l'as déjà ton prix. C'est toi qui as vendu 200 000 billets, 500 000 billets. Pourquoi te donnerais un trophée en plus? » T'sais? Fait que c'est un peu la même chose. Dire, Spider-Man, c'est super le fun, mais est-ce que c'est le meilleur film de l'année? Bon, ça se discute, mais tu sais, sur certaines caractéristiques, non. Là, c'est juste dans l'amalgame des films de super-héros qu'on nous donne, il ressort pour plein de bonnes raisons. Mais est-ce que c'est le meilleur film qui a jamais été écrit de tous les temps? Non. Ben, à chaque année, le gagnant n'est pas nécessairement le meilleur film jamais écrit de tous les temps, mais il y a quand même des valeurs artistiques globales qu'on peut donner que, je sais pas. Mais il arrive tout le temps à avoir des films qui s'inscrivent à quelque part entre les deux, là, genre Dune, à mon avis. Mais... Ouais, non, tout à fait. De temps à autre, un film, on dirait, plus à succès, plus grand public qui trouve sa place. Ouais, tu sais, il me semble Avatar avait gagné le meilleur film, puis... Non, il était en nomination, par exemple. Okay. Il n'avait pas gagné. Dans cette année-là, je pense même c'était l'année de Hurt Locker. Peut-être, oui, c'est ça. Puis c'était fait couper le sifflet. Comme réalisateur. Mais tu sais, Les Seigneurs des Anneaux ont déjà gagné, le 3e notamment, puis tout, qui couronnait comme la fin de la trilogie, des choses comme ça. Puis ça marie c'est même plus blockbuster que cinéma indépendant. C'est peut-être Nomadland l'an dernier qui est comme... C'était trop indie pour le monde. Ouais, mais il y avait eu comme Moonlight aussi il y a quelques années. T'sais, on le sent quand même. Ils ont ouvert... je sais qu'ils ont beaucoup changé l'accès aux membres de l'académie, laissant une place, une plus grande diversité, puis ça, c'est très, très correct aussi. En même temps, toute l'ancienne garde d'Hollywood qui sont décédés aujourd'hui, donc qui récompensait plus, je pense, un cinéma plus classique, commercial et tout ça. Donc, ça se sent, mais en même temps, même si j'adore cette cérémonie-là, j'aime ça regarder ça, on s'entend que c'est juste qu'un gros outil de marketing pour Hollywood. Oui, c'est ça. Pour essayer de vendre plus de billets finalement de cinéma. Donc, je verserai pas de larmes pour ces gens-là. Exact. Mais non, c'est ça. C'est juste, si Spider-Man était en nomination dans le meilleur film, j'aurais aucun problème avec ça. Même qu'il gagne, ça m'empêche pas de dormir au final. C'est ça, mais c'est juste de absolument créer un prix du public pour dire aussi vous, mais ça c'est aussi pour... C'est quasiment une façon de dire... nous, ce qu'on choisit, là, nos votants, là, ils sont quelques centaines, milliers même. Ouais, c'est ça. 2-3 000.
on le sait que ça représente pas ce que monsieur et madame tout le monde aiment. Fait que tu viens créer encore plus un fossé entre ta cérémonie puis la réalité du cinéma. Fait que c'est un peu bizarre de l'accuser. T'sais. Mais d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus un peu sur les Oscars, notre épisode spécial avec Sylvain Bellemare qui a remporté l'Oscar du meilleur montage conception sonore pour Arrival en 2017, ben, on parle un peu aussi de sa position par rapport à ça, la cérémonie à l'époque, qui avait été le cafouillage entre Moonlight et La La Land sur le meilleur film et tout. Fait que il a paru il y a une semaine ou deux à peu près. Là, allez écouter ça. Et dans les prochaines semaines, on fera aussi un épisode spécial sur les Oscars avec nos prédictions, des anecdotes entourant tout ça. Donc, soyez à l'écoute si vous aimez ce genre de... Ce gossip. Ouais, c'est ça. C'est mondanité. Donc, en salle cette semaine, des films très intéressants, très attendus. En fait, peut-être le premier qui a connu un grand succès en France, nommé pour 15 Césars, donc c'est pas rien. Alors, Illusion perdue, une adaptation d'un roman de Balzac. Oui, exact. C'est par Xavier Giannoli qui s'est fait connaître, je pense, c'est à peu près 2009 avec À l'origine et plus récemment Marguerite ou L'Apparition. On ne sait pas encore s'il va gagner des Césars parce que la cérémonie est ce soir, là, le vendredi 25 février, mais en nomination pour 15, il devrait en récolter quelques-unes. Moi, je disais une pour statuette, un pour César. C'est ça, voilà. On accorde correctement, on n'avait juste pas le même nom en tête. Ça met en vedette Benjamin Voisin, qui est très jeune comédien, était connu notamment pour Été 85, qui était l'été dernier à peu près. Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, qui est aussi en nomination meilleur acteur de soutien, Salomé Dawels et Gérard Depardieu, qui n'est pas mort, qui est là. Oui. Et donc, comme tu as dit, l'adaptation du roman Illusion perdue d'Honoré de Balzac, c'était un des romans clés là, de la fameuse comédie humaine, là, qui était une espèce d'ouvrage d'une 80aine d'écrits là, d'un début 1800, en 1829-1850. Alors, notre synopsis, on est au 19e siècle, à Angoulême, en France, donc un peu en banlieue. Lucien, c'est un jeune poète idéaliste et complètement inconnu et sans fortune. Il quitte sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Mais rapidement, il est livré à lui-même dans cette ville fabuleuse. Et le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et du bien-paraître dans le monde du journalisme. Donc, cette ville, on pourrait dire de loups et de rapaces. Absolument. Donc, c'est le retour, en grande pompe du cinéma français historique dans la tradition des Beaumarchais, l'insolent, ridicule et tout ça. Donc, il faut dire que les Français sont très forts pour ce genre-là. Et au niveau technique, c'est vraiment impeccable. Là. Décor, costume, direction photo aussi, elle est très très belle, je dois avouer. C'est peut-être l'équivalent de quand nous on refait Maria Chapdelaine ou des choses comme ça. Là. C'est un peu notre essence à nous. C'est une espèce de comédie humaine, justement, qui vient de la comédie humaine où tout s'achète, tout se vend, tu profites au plus fort offrant, là, dans le fond. Fait que tu vois toute la corruption journalistique, là, c'est-à-dire, ils sont tous dans le monde de l'art. Quelqu'un sort un roman, bon ben, combien tu me donnes pour que je parle en bien du livre? Là? Puis tu sais, j'ai noté quelques citations là, qui m'ont bien fait rire. C'est ça, quand on doit écrire la critique d'un livre, vous savez comme moi qu'on ne doit pas le lire, sinon ça influence. C'est vraiment une espèce de cynisme là, chez tous les personnages dans ce récit-là. Et ce qui est intéressant de montrer l'envers du décor, on associe... l'écriture, que ce soit dans la musique ou les arts, a un côté très romanesque, mais finalement, il y a un côté très mercantile aussi. Je peux faire une petite comparaison peut-être boiteuse. On retrouve aussi un peu ça dans le film Amadeus, où on voit évidemment que ces compositeurs-là, ces artistes-là vivent souvent dans la pauvreté, survivent grâce à des mécènes. Donc, mais là, on aborde plus le côté littéraire. Donc, il y a quand même ce côté-là qui est assez intéressant à voir. Et c'est un film qui est quand même très littéraire, donc de très bons dialogues, de très bonnes joutes verbales, comme les Français sont si bons pour le faire. Mais moi, j'ai un petit mea culpa, là, quelque chose qui m'est tombé ses nerfs, mais bon, ça, c'est juste moi. Je trouve qu'il y a vraiment trop de narration.
J'ai trouvé ça un petit peu achalant, puis je me disais, écoute, si j'ai le goût d'écouter justement de la narration, je vais écouter le livre audio tout simplement. Mais ceci dit, je sais que le film va trouver son public assurément. C'est le personnage de Xavier Dolan qui narre. Fait que tu sais, il y a ce côté-là aussi, tu sais, nous on le sait qu'il y a quand même il y a un bon parler, mais tu sais, il y a son petit accent français léché pour que ça passe dans le film. Ouais. Fait que ça peut être agaçant, mais il y a quand même, moi je trouve, un très beau thème de voix pour faire de la narration. Fait que c'est ça qui est très positif. Bon, c'est qu'il fait beaucoup de doublage aussi, donc oui, c'est ça. Fait que c'est ça sert vraiment à faire avancer l'histoire plus vite. C'est quand même un film d'une durée de 2h25, 2h30 à peu près. Mais moi je trouve qu'on s'ennuie pas non plus. Il y a pas nécessairement de scènes superflues, il se passe juste beaucoup de choses. On nous présente un monde qu'on connaît pas ou qu'on ignorait cette facette-là. Puis, éventuellement, tout ça devient illégal. Là. C'est comme juste des gros pots de vin, des trucs comme ça. C'est drôle, on en parle avec les controverses d'Oscar, qui est un outil marketing. C'est un peu la même chose de dire hey, oubliez pas d'aller voir mon film parce que ça serait cool que vous votiez pour lui. Puis, je sais pas s'il y a des pots de vin, mais il y a sûrement des petits cadeaux qui se donnent à gauche puis à droite. Puis, bref... c'est pour ça que Illusion perdue est quand même d'actualité encore. Là. Surtout, on pense à des espèces de regroupements médiatiques, là, des gens qui viennent à posséder tous les journaux puis des choses comme ça. Un peu de je sais pas si collusion est le bon terme, là, parce qu'on le sait pas vraiment, mais des fois, c'est louche un peu tout ça. Effectivement. Donc, si vous aimez les films historiques, les fresques, les films à carte postale aussi, parce que c'est quand même très bien tourné. On nous montre Paris quand même dans une version romantique, tout ça. Donc, c'est quand même un beau film à voir. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est des tournages comme réels, là, si je peux dire. Là, ça a été tourné là, au Palais Royal, c'est quoi, le Grand Véfour, les grands boulevards, le Jardin du Luxembourg. On est sur place. Là. Ils n'ont pas besoin de recréer des décors virtuels comme Mort sur le Nil. Non, c'est France, ça. Ouais, exact. Puis il y a une foule de figurants. Là. C'est vraiment un gros casting. Une grosse production, exactement. C'est la couverture, d'ailleurs, du présent magazine Mon Ciné. Alors, Illusion perdue, qui prend l'affiche en fin de semaine. Restons dans le film historique avec une version quand même assez intéressante de Cyrano. Évidemment, pour ma génération et pour beaucoup de gens, je pense que le Cyrano s'est associé à Gérard Depardieu dans sa belle époque. Je pense que le film, c'était en 1990. Ma mémoire est bonne, en tout cas dans ces années-là, 90, 91. Je te challengerai pas. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'avais vu au secondaire. Ça avait été une sortie d'école. Mais non, quand même, Depardieu avait été vraiment incroyable. Mais là, on fait une comédie musicale, ce qui est quand même assez intéressant. Ouais, on est quand même dans un peu une adaptation d'adaptation. Là. Fait que ça reste l'œuvre de Edmond Rostand, si je me suis pas mêlé, oui. Et là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que en Angleterre, Erika Schmidt, c'est bien ça, a écrit, on a fait une adaptation en anglais, musical, où Cyrano est joué par son mari dans la vraie vie, qui est Peter Dinklage, qui est une personne de petite taille, connu beaucoup pour Game of Thrones. Bien sûr. Alors là, au lieu d'avoir son fameux grand nez, c'est son nanisme, dans le fond, qui est un peu la différence. Oui, c'est ça, qui devient son espèce de béquille par rapport à avouer son amour à son ami d'enfance. Qui est intéressant, d'ailleurs, moi, je trouve, comme angle d'approche. Oui, c'est ça. C'est un peu rafraîchissant. Ça sort du moule classique. Fait que là, ils en ont fait une pièce sur... c'est pas Broadway, parce que c'est... Off-Broadway, oui. Ça joue à New York aussi. OK. Donc, ça, on appelle Off-Broadway. Donc, c'est on dirait des productions un peu moins de grandes envergures. Mais elle a commencé en Angleterre, en fait. C'est pour ça. Ils l'ont promené un petit peu. Puis, là, ils sont mis chum avec Joe Wright, puis il a dit... On fait ça au cinéma. Alors, donc, on est parti de la pièce française qui a été mise en musical, en anglais, au théâtre, qui maintenant est au cinéma. Et voilà. Fait que l'essence est quand même encore là. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux là-dedans. Ça se passe en France, mais tout se déroule en anglais, évidemment. Il y a, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Cyrano, comme je dis, on est au 17e siècle. Fait qu'on a notre nain à l'esprit vif qui est admiré de plusieurs, mais il est amoureux éperdument d'une amie d'enfance. Mais incapable de lui avouer sa passion, il se retrouve à son insu à écrire secrètement les lettres d'amour de
du soldat dont elle est amoureuse. Donc, puisque lui est incapable, ce fantassin-là incapable de romance, donc Cyrano écrit les lettres pour lui. Fait que là, ça crée des confrontations quand il se voit en personne. L'autre, il parle pas comme il écrit. Lui, il ose pas y dire que c'est elle, etc. Alors, moi, j'ai trouvé très bonne musique dans le film, là, les chansons qu'ils ont créées avec ça. Comme j'aime bien quand il y a des espèces d'airs récurrents là, qui reviennent un peu tout le long du film, je trouve ça intéressant. Un peu comme Les Misérables. C'est ça, ça vient unifier un peu l'ensemble du film. C'est spécial, par contre, ça a été tourné en Italie. Ouais. Je sais pas, ils trouvaient que les décors étaient plus simples à faire. Il y a aussi, à un certain moment, ils sont en guerre, puis ils ont tourné ça à flanc de volcan. Là. C'est quand même épatant, là. Tu vois que ça n'a pas l'air agréable, disons. Là. J'entendais en entrevue Dinklage qui disait « Non, quand on tombe, c'est parce qu'on tombait pour vrai. » Tourné à vertical. Je trouve cependant, peut-être c'est ça, le film, il était supposé prendre l'affiche plus début janvier, ce qu'il aurait mis à l'affiche avant les nominations aux Oscars, puis il était quand même un peu dans les talk of the town, de dire qu'est-ce qu'il va pouvoir aller... Il y avait comme un petit buzz. Là, ouais, c'est ça. Mais là, je sais pas si c'est à cause de la pandémie, parce que c'est pas juste au Québec, c'est aux États-Unis aussi qui a été reporté là, et qui sort finalement le 25 février. Mais là, les nominations sont sorties, tout ce qui récolte, c'est meilleurs costumes. Il y a eu, depuis 1 an, il y a eu beaucoup de comédies musicales. On dirait qu'il arrive un petit peu en retard à la ligne d'arrivée. Là, si on cherche la meilleure comédie musicale, allez voir West Side Story bien avant Cyrano. Il arrive aussi un peu après la Saint-Valentin. Ouais, fait que ça fait un petit peu rendez-vous manqué, malheureusement. Mais c'est vraiment pas un mauvais film dans le genre, ça là, amour, l'adaptation différente de ce qu'on connaît, qui est peut-être verbeux, mais vu que c'est mis en musique, puis c'est pas comme constamment chanté. Là, il y a, je me souviens pas, là, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai vu, mais peut-être 5-6 chansons là, au-delà du film. Là. Pas autant que dans West Side, par exemple. Là, et puis, donc, à noter que c'est Dinklage qui reprend le rôle de Cyrano, donc qui jouait également dans la pièce, mais aussi Hayley Bennett qui joue Roxane, donc qui faisait partie de la distribution aussi également sur scène. Et puis, si jamais ça vous intéresse aussi de voir une version peut-être plus contemporaine, je viens de penser à ça, il y a une version de Steve Martin qui s'appelle Roxane, qui avait tourné au milieu des années 80, qui se déroulait d'un autre jour. Donc, et Cyrano est un pompier, en fait, le personnage de Steve Martin qui était Cyrano. Donc, ça se passe dans une petite ville et tout ça, est un pompier. Y a-t-il un grand nez? Oui, il y avait quand même un grand nez, donc ils ont gardé cette caractéristique-là. C'est Daryl Hannah qui jouait Roxane. Mais non, une bonne petite comédie qui avait été scénarisée par Steve Martin, donc qui est quand même un très bon scénariste, toujours quand même... petit côté, je dirais pas intellectuel, mais quand même un humour un peu recherché dans les films qu'il scénarise. Puis je me rends compte, j'ai passé vite pour Joe Wright, pour ceux qui le replacent pas. Ouais. C'est lui qui a fait Orgueil et Préjugés, Expiation, plus récemment Darkest Hour, qui avait récolté entre autres quelques nominations, dont je pense que c'est l'Oscar du meilleur acteur pour Gary Oldman. Tout à fait. Donc un habitué des films historiques et de ce contexte-là. Là. Exact. Puis c'est drôle, il a fait un... J'ai oublié The Woman in the Window, là, qui a été comme racheté par Netflix, puis qui était vraiment un échec. Puis je l'ai entendu en entrevue dire « Ouais, j'ai essayé ça, puis finalement, c'est pas moi. » Je voulais faire de quoi d'un peu Hitchcockien, puis je me suis dit « Non, j'étais pas à l'aise, puis j'aime mieux faire... » Pas nécessairement un film d'époque, mais juste j'aime mieux faire ce que je suis que de trop forcer, puis je me dénature, puis je me suis perdu dans ce film-là. T'sais. Fait qu'il revient quand même en force avec Cyrano. C'est des films très... romantique un peu, même dans l'image, dans le grain, de la manière que c'est très amoureux. Allons du côté film familial. Un beau petit film, en fait, que moi, j'avais adoré son précédent. Donc, Le Loup et le Lion de Gilles Demestre, qui nous avait aussi donné Mia et le Lion Blanc, qui est, moi, dans mes films familiaux des dernières années. Je pense que c'est un de mes préférés. J'avais vraiment adoré ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte ce loup nouveau et ce film. lion. Ouais, ce loup et le lion. À la mort de son grand-père, Alma, qui est une jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, qui est perdue sur une petite île déserte au Canada. Mais là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.
Alors, comme Mia et le lion blanc, Gilles Demesse tourne avec des vrais animaux. Ouais, c'est ce qui est impressionnant. Et c'est pas le CGI du Roi Lion, là, c'est la vraie affaire. Écoute, et c'est ce qui m'avait bluffé avec Mia le lion blanc quand j'avais lu sur le tournage et tout ça, les coulisses. Donc, même procédé ici. Alors, on a élevé le vrai louveteau et lionceau ensemble, donc dès l'âge de 5 mois. Donc, ils ont été habitués à l'un à l'autre et prendre leurs habitudes. Et seulement la comédienne donc, pouvait les approcher pendant le tournage. Tous les gens d'équipe et les autres comédiens étaient derrière des plexiglas et tout ça, évidemment, pour se protéger. Donc, la jeune comédienne a été habituée... quand ils étaient bébés, eux sont habitués à elle, à sa senteur et tout ça. Donc, c'est quand même tout un défi, toute une logistique de tourner avec des bêtes comme ça. Et donc, c'est tout un plus admirable. Mais ça se voit à l'écran parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut quand même recréer de manière assez réaliste des animaux comme ça, mais les voir en vrai, c'est un charme incroyable. Ouais, puis c'est vraiment une passion. Lui, Gilles, comme si je le connaissais, Gilles, il écrit avec sa femme les scénarios. Fait que c'est vraiment leur but, c'est de faire des films familiaux qui ont quand même une certaine notion de protection de la nature puis de la faune. Il y a, si ça vous intéresse aussi, d'ailleurs dans le magazine Mon Ciné, là, qui termine là, le nouveau s'en vient, mais lui qui a Illusion perdue en couverture, il y a un entretien de notre collègue Pierre Blais avec Gilles par rapport au tournage. Puis il raconte plusieurs anecdotes, notamment ça, que tu n'as pas le choix d'adapter ton scénario selon ce que les animaux font, parce que tu as une limite à pouvoir les contrôler. Ouais. Puis tu sais, un peu comme créer il faut que la chimie s'installe. D'ailleurs, il y a eu quelques défis à cause de la pandémie, parce qu'il a fallu qu'ils fassent pause, mais là, les animaux, ils continuent à grandir puis à vieillir. Fait qu'il y a eu à jongler avec ça, si on veut. Donc, le loup, de son vrai nom, Paddington, et le lion s'appelle Walter. Donc, je trouve très ça cool. Alors, ils vivent encore ensemble en Colombie-Britannique, dans une réserve qui est menée par Andrew Simpson, excusez-moi, Andrew Simpson, qui est l'espèce d'expert des loups là, qui était sur le plateau. Alors, je pense que c'est vraiment le film à voir en famille en fin de semaine, d'aller découvrir ça. Exact, parce que Mia et Lion Blanc avaient été tournés, je pense, en Afrique. Oui, fait que, il va selon son lieu. Là, lui, ben, je sais pas si c'est clair, ça a été tourné au Canada, là, dans le fond, en 2019-2020, là, un peu. Là. Alors, le loup et le lion. Ensuite, allons dans un tout autre registre. Comédie d'horreur, un projet qui avait été tourné en secret, avec une prémisse assez farfelue. Donc, Studio 666. Ouais, le fameux film des Foo Fighters. J'ai vu à quelque part, il appelait ça un Dad Rock Horror, Comedy Horror Movie. Fait ça résume bien. Que ça met en vedette les Foo Fighters, aussi quelques comédiens comme Will Forte, Jenna Ortega. Ça a été réalisé par B.J. McDonnell, qui n'a pas fait beaucoup de films. Non, en fait, justement, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il avait fait. C'est que c'est surtout un caméraman. Il a travaillé beaucoup avec James Wan. Okay. Il a travaillé sur les conjurations, sur Malignant tout récemment. Donc, il avait tourné un autre petit film d'horreur qui s'appelle Hatchet 3. Il est le troisième de la série, mais vraiment un petit film série Z, là. Voilà. C'est ça. Alors, les Foo Fighters, ils ont tourné comme en secret pendant qu'ils avaient loué la maison pour enregistrer leur 10e album, qui est à venir, je pense. Qui est sorti, l'an dernier, Medicine Midnight. OK. Bon, j'ai manqué celle-là. Puis, fait que c'est Dave Grohl qui a eu l'idée, puis là, il s'est flanqué de... Ben, en fait, il a confié l'idée à des scénaristes, à Rebecca Hughes et Jeff Bueller. Bueller qui a entre autres écrit le dernier remake de Pet Sematary, mais aussi Midnight Meat Train il y a quelques années, que j'avais bien aimé comme film, un peu champ gauche, le film d'horreur. Alors bref, le groupe Rock Foo Fighters s'enferme dans une maison pour composer et enregistrer leur tant attendu 10e album, mais la maison abrite des forces surnaturelles. Ouais, donc le film se prend pas au sérieux. Vraiment pas. Dans une comédie, écoute, on pourrait peut-être comparer un peu à UHF avec Weird Al Yankovic, là, si on reste dans le style d'artistes musicaux qui s'auto-parodient. En fait, le film donne des clins d'œil, évidemment, à tous les films d'horreur du genre. Beaucoup, je dirais, Evil Dead de Sam Raimi. Mais c'est quand même une comédie d'horreur assez explicite, assez sanglante. Donc, peut-être pas montrée aux plus jeunes, parce que des fois...
les Foo Fighters peuvent rejoindre quand même un grand bassin. Donc, c'est vraiment pour public averti. Et ce que j'ai aimé, écoute, les gars, honnêtement, ils se débrouillent très bien parce qu'évidemment, ils se jouent eux-mêmes, mais c'est pas des comédiens dans la vraie vie. Ouais. Mais ça passe assez bien, évidemment, vu qu'ils se connaissent. Puis je pense qu'une bonne partie aussi du tournage était un peu improvisée, là, nécessairement. Donc, je pense que ça va devenir un film culte. Avec les années, honnêtement, là, je pense qu'ils ont bien réussi. Et l'idée, en fait, est venue lors de l'enregistrement de l'album. Il se passait des petits trucs un peu louches, bon, on va mettre entre guillemets surnaturels, là. Des problèmes d'enregistrement, des trucs qui s'effaçaient, puis tout ça. Fait que c'est ce qui a un peu donné l'idée à Dave Grohl de faire de vouloir faire ce film-là. Il y a quelques caméos dans le film, notamment le mythique John Carpenter. Écoute, quand j'ai vu ça au générique, quand le film commence, musique par John Carpenter, j'étais pas au courant, alors j'ai trouvé ça le fun. Fun fact, c'est ça, le lien est venu de leur éclairagiste, leur créateur, concepteur d'éclairage. Quand le band a dit à leur crew, là, leurs membres, les roadies, puis tout, genre, hey, on va faire un film d'horreur, on aurait des rôles pour vous, juste pour vous tenir au courant, puis tout, il a dit, hey, moi j'ai fait la tournée de John Carpenter parce que il fait plus vraiment de films, là, je me souviens plus, c'est ça, ouais. Mais il a fait une tournée musicale pendant un bout avec, je pense que c'était avec son gendre, puis tout, puis il jouait des tunes qu'il a composées, il jouait la tune de Halloween, genre live, des trucs comme ça, tu sais, plein d'autres affaires. Puis ben, j'ai fait son éclairage. Fait que c'est vraiment cool, gars. Tu devrais écrire un courriel, tu sais. Puis Dave Grohl qui est assez... Bon, je vais épargner les sacres quand je le paraphrase, là, les F-words. Là. Puis t'es comme, voyons, il faudra jamais jouer dans notre film. Il dit, bon, ben salut, je m'appelle Dave, je suis dans les Foo Fighters. On a un ami en commun, tu sais, tel gars. Veux-tu faire un caméo dans notre film? Puis Carpenter de répondre, ben tu sais, il y a 15 ans, t'as amené en tournée le band de mon fils, peut-être sans le savoir. T'as vraiment pris soin d'eux, ça les a aidés beaucoup dans leur carrière, vraiment aimé l'expérience. Fait que je vais jouer dans ton film, puis je vais écrire la tune si tu veux. Ce qui est quand même cool comme situation. Des fois, le monde est petit, puis voilà. Alors, donc oui, il y a un bon petit caméo, c'est très très drôle. D'ailleurs, c'est pas le seul, il y a aussi une autre grande vedette de la musique pop qui fait une petite courte apparition. Donc, honnêtement, si vous voulez vous amuser, genre de film à voir en gang, entre amis, là, Studio 666, moi, j'ai vraiment une belle petite réussite. Là, un film vraiment pas prétentieux, qui s'amuse et on sent à l'écran que les gars ont eu un plaisir fou à tourner ça. C'est évident. Là, donc, c'est en version anglaise seulement. Oui, effectivement. Et puis, on termine ce gros bloc-là avec peut-être la dernière grosse sortie des films attendus. Quand même, un film, ça se passe bien pour eux parce qu'ils ont eu, on en parlait la semaine dernière, des prix écran. Alors, 3 nominations quand même pour Le bruit des moteurs, un film québécois de Philippe Grégoire. Exact, c'est le premier long métrage, dans le fond, de Philippe Grégoire. Ça met en vedette Robert Neller, il y a Tania Björk, qui est une Islandaise, donc peu connue du public ici, Marie-Thérèse Fortin et Marc Beaupré, aussi appelé Marc Arcan, exactement. Écoute, ça va suivre tout ça. Ouais, ben là, en plus, malheureusement, ils ont le même prénom, là, mais on va l'appeler quand même Marc Beaupré là, pour qu'il puisse sortir de son rôle éventuellement. De retour dans son village natal de Napierville après 2 ans d'absence, un jeune instructeur des douanes, joué par Robert Neller, qui est suspendu pour inconduite sexuelle, est maintenant soupçonné d'être l'auteur des dessins pornographiques affichés sur les portes de l'église. Alors, peut-être ici aussi, on n'est pas dans le film pour tout public, c'est un film plus... indépendant. Là, film d'auteur. Exactement, là, sans mettre l'étiquette péjorative. Avant d'en dire plus, on a fait un entretien avec Philippe Grégoire, fait qu'on va vous présenter ça, puis après on va revenir discuter du film. Alors, Philippe, merci de prendre ce temps de nous jaser de ton nouveau film Le bruit des moteurs. Tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour tes 2 nominations au prix écran, quand même. 3, oui. Désolé, mon erreur. Comment reçois-tu ça, ces nominations-là? Ah, c'était complètement inattendu. Je veux dire, j'avais quand même espoir pour la nomination du premier film, mais après ça, d'avoir la nomination pour Tania Björk pour meilleure actrice de soutien et pour ensuite, moi, meilleure réalisation.
Je veux dire, pour un premier film, on essaie juste de se dire hey, j'espère qu'il y a des gens qui vont le voir, j'espère qu'il va y avoir de l'intérêt. Donc, tout ce qui s'est passé, j'ai été chanceux, j'ai pu être présenté en festival aussi. Après des moments COVID assez difficiles, je suis quand même très, très heureux et très chanceux. Ben oui, puis là, tu parles justement que c'est ton premier film. Alors, on sait que tu es issu du milieu du court-métrage. Tu en as fait plusieurs qui ont circulé. Là, arrivé à ton premier long-métrage, est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire ou c'était comme un court-métrage avec une plus grosse équipe et plus de jours de tournage? Ah non, vraiment, je sentais pas du tout de la pression parce que moi, je me disais, du cinéma, il y en a beaucoup, il y en a du bon, du cinéma québécois, il y en a du bon, ça va être difficile de se démarquer, donc pour que les gens portent attention. Donc, je me suis dit, moi, je dois réussir ou je dois tenter de proposer quelque chose d'audacieux, quelque chose qui va être différent pour les gens. Moi, je suis un cinéphile à la recherche de nouvelles idées. Donc, je m'étais dit, puis on se le disait, l'équipe sur le tournage, au moment du tournage, même au moment de la post-production, quand c'était risqué, nous, c'était l'endroit qu'il fallait qu'on vise. On était incertain à des moments où on se disait ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est cette décision-là qu'il fallait prendre, il fallait aller de ce côté-là. Donc, vraiment, la pression, moi, je me disais, je partais de zéro. Quelqu'un qui serait arrivé avec des courts-métrages à Cannes, Venise, là, les gens, les yeux sont sur cette personne-là. C'était pas mon cas, donc j'étais complètement libre. Puis, y a-tu des choix rendus au montage que tu as peut-être regretté d'avoir fait ou tu assumes tout ce que vous avez fait en tournage? Je tourne vraiment d'une façon, on peut le voir dans le film, où il y a pas tant de plans. Je tourne en plan large et puis avec le directeur photo, avec Sean Pavlin, je disais bon, ça va être un plan, cette scène-là, ça va être deux plans. Donc, en montage, on n'avait pas beaucoup de choix et j'ai voulu ça parce que je suis quelqu'un qui, en montage, devient anxieux. Et trop de possibilités, c'est pas bon. Et c'était aussi la façon que je voulais travailler. Je voulais ce genre de mise en scène-là pour le film. Et donc, ça m'a permis qu'au moment du montage, de faire, ben, c'est ça le film, hein? Il n'y aura pas d'autre choix, ça va être ça. Là. À peu près, là. Il y a quand même des décisions qui se prennent, là, mais en majeure partie, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est pas comme. Je pense que je regardais, c'était Ridley Scott là, dans le dernier duel qui avait comme 4-5 caméras sur le plateau. Fait que, tu sais, au montage, tu peux faire 8 films différents avec ce que tu as ramassé. Là. Ah non, c'était pas notre cas. Moi, je pense que le monteur, Kirill Dubé, pouvait me regarder par moment, puis il me le disait, il disait et t'as d'autres choses? Non, on n'a pas d'autres plans. OK, ça va se monter comme ça. Hein? Ouais. Ben, c'est tant mieux, ça cadrait avec ta vision à ce moment-là. Mais justement, tu sais, on a su qu'il y a une partie autobiographique dans le récit, que tu as été douanier, toi aussi à l'époque, comme travail étudiant. Est-ce que tu t'es mis une ligne entre comme ta réalité puis ton personnage, quelque chose que tu voulais vraiment pas franchir, ce qui est un peu une analogie du film, finalement, de tracer une ligne, mais ouais, de vouloir faire une division, finalement, entre ton personnage puis qui toi t'étais, là? Ouais, mais étant donné que le film est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est tourné dans mon village, ça fait référence à mon côté d'agent étudiant à la douane. Je me suis dit, les gens vont vraiment voir là, OK, ça c'est du vrai, on n'est pas dans de la fiction, on va aller dans un élément complètement maîtrisé. Puis je me suis dit, même moi, c'est pas là que je veux aller. Je veux pas que les gens me posent des questions après le film, quand je vais en festival de film, puis on me dise, ah, c'est comme ça au Canada, les policiers, c'est comme ça qu'ils... Non, non, on va habiller les policiers avec des Canadian Tuxedo en jeans au complet. Puis après ça, le monde va faire, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Hein? Peut-être qu'il y a un peu de fiction là-dedans. Donc moi, c'est vraiment, je me disais, il faut que je dose là-dedans. Je pars d'éléments très réels, mais après ça, je les explose. C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors, c'est très drôle. J'ai lu que tu avais mis certains de tes anciens collègues dans le film. Ils ont dû trouver ça drôle de se voir au cinéma. Ah, je pense qu'ils étaient contents. Hein? Je leur ai dit, j'avais fait des farces. J'ai appelé un collègue, je lui ai dit, hey, je dis oui, on allait en festival de film. Le film a été présenté au Festival du Nouveau Cinéma, mais là, le film sort vendredi. Donc, samedi matin, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui mettent les lunettes de soleil sur la rue et les gens vont te reconnaître. Donc, ils trouvent ça très drôle. Ils sont contents de m'avoir aidé. Ils savaient que c'est un premier film. On a travaillé fort. Donc, puis aussi de voir des agents de douane, ça faisait différent des policiers et des soldats. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Ben, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, justement, ce côté-là de l'histoire. C'est quelque chose qu'on voit peu. Puis en fait, tu pourras leur dire qu'ils étaient très naturels. Ils sont très bons. Ah, ça va leur faire plaisir, je vais leur dire. Ils ne croiront pas, par exemple, qu'on en a vraiment discuté, mais je vais leur dire d'écouter l'émission. Oui, parfait. Puis, il y a un fort lien quand même avec l'Islande dans le récit. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais depuis le début en tête ou tu cherchais un autre pays européen où il y aurait un peu
course de drague ou c'est venu par le choix de l'actrice ou... Ouais, l'Islande est apparue en fait, au départ, il y avait vraiment une idée d'une rencontre interculturelle, parce que je me rendais compte qu'avec mes courts-métrages en festival de films, je rencontrais, on va dire, une réalisatrice d'Autriche, puis elle me parlait, elle me posait des questions sur le Canada, faire des films, puis pour ça, je lui demandais en Autriche, puis c'est comme ça que je venais qu'à cheminer, puis me dire, bon, ben, quelle est mon identité, le cinéma, comment ça fonctionne, puis, donc, je cherchais ça pour le personnage d'Alexandre, puis j'avais été invité, donc, à un Talent Lab pour présenter aussi mon court-métrage au Talent Lab de Reykjavik International Film Festival. Et l'Islande était comme intéressant au départ pour l'idée, bon, les paysages, je veux dire, c'est complètement différent. C'est marquant, ça peut m'intéresser sur le plan de la photogénie, mais ensuite, il y avait vraiment le côté qui m'intéressait, que j'ai vu là-bas, c'est que les Islandais ont une culture, leur langue locale sont un peu plus que 330 000 maintenant, et quand même, nous, au Québec, on est 7 millions, je ne sais plus, peut-être 8, là, à avoir notre langue, mais d'avoir un sentiment qu'on doit se battre à tous les jours pour faire vivre le français et que c'est pas facile face à l'Amérique. Et je me disais, ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose des Québécois ici à apprendre, à s'intéresser de l'Islande, ce petit côté d'avoir une culture et de ne pas sentir l'envahisseur américain comme étant dangereux. Dis-moi, comment as-tu déniché ta comédienne Tania, qui était, parce que ça aurait pu être une comédienne québécoise là, qui aurait pu jouer le rôle. Donc, tu es allé chercher un petit côté exotique. Comment l'as-tu trouvé? Tanya Björk, c'est le producteur du film, qui, moi, quand j'avais écrit le film, je me suis dit, une actrice islandaise qui parle français, on n'aura peut-être pas la chance d'en trouver, donc ça risque d'être une Québécoise. Et là, le producteur, il était très, très brillant là-dessus, Andrew. Il m'a dit, Philippe, ça va prendre une actrice islandaise. Et là, je disais, ben, on peut le chercher, mais je ne sais pas si on va trouver. Donc, avec l'agence, avec Francis Quentin, qui nous a aidé, une agence de casting, puis ils ont trouvé environ un peu moins que 10 actrices islandaises qui parlent français, que je les ai tous rencontrées et auditionnées. Et Tanya Björk s'est révélée l'actrice avec laquelle je l'ai travaillé parce qu'au moment de lire, on entend un moment où elle parle, on entend sa voix à travers un CD qui joue dans le casque d'écoute d'Alexandre et on entend sa voix et je me suis dit, ben ça, c'est la voix que je veux entendre à ce moment-là. Elle a cette voix-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé qu'on on va travailler avec elle. Et comment elle a apprécié son expérience de tournée au Québec? En plus, on a un petit projet en nous. Moi, je lui ai dit, tu vas pas être à l'hôtel, tu vas être logé dans la chambre, dans la maison de mes parents à Napierville, dans la chambre où ma sœur a grandi, ça va être là. Elle était là, ah oui, aucun problème. Fait que donc, il était super facile, mais elle était très, très curieuse. Elle avait hâte de faire le projet. Et maintenant, avec sa nomination au Prix Écran canadien, elle est vraiment charmée de l'expérience. Donc, j'ai hâte de voir la suite aussi des projets, quel impact ça va avoir pour elle, soit en Islande ou au Canada. Puis, tu sais, le personnage d'Alexandre, c'est ça, à un moment donné, il nous avoue qu'il y a un certain malaise à être douanier, il y a une certaine gêne, si on veut. Puis j'ai cru comprendre que c'était la même chose pour toi. Fait que, alors, est-ce que c'est une forme de coming out, tu sais, de dire Hey guys, en passant, j'étais douanier dans le temps, puis je l'assume maintenant? Ou, Ben, il y avait vraiment un côté que quand je me rappelle, parce qu'en fait, les premières fois que j'avais dit à soit des étudiants à l'université, je travaille à la douane les week-ends, puis ça avait explosé de rire et tout, ils me posaient des questions. Et là, j'étais là, ouais, mais c'est ma job étudiante, là, OK. Et après ça, à un certain moment, je trouvais que j'étais catalogué, j'étais placé dans une boîte et je me disais, bon, mais je vais arrêter de le dire parce qu'à toutes les fois, je suis obligé d'expliquer de tout bord, de tout côté que je viens de ce village et que c'était une job étudiante et que j'ai continué à garder cette job-là les week-ends. Donc, je trouvais ça un peu lourd. Puis oui, mais je me disais, quand j'ai écrit mon premier long-métrage, il fallait peut-être que je fasse un geste d'humilité, de partager une partie de moi et de la confier aux spectateurs et aux spectatrices, puis de dire, mais allez voir de ce côté-là. Et je pense que tout le monde, il y a des parties de nous-mêmes qu'on se dit, je ne serais pas fier, mais il y a de la matière là-dedans à explorer. Et je veux dire, je me suis dit aussi, qu'est-ce que j'ai comme cinéphile et quelqu'un qui essaie de faire son premier long-métrage d'original? Ben, j'ai ça dans ma vie. J'étais le seul dans la classe qui avait fait ce travail d'agent étudiant, qui avait vu justement l'armement des agents de douane, cette transition-là qui s'était faite. Et je me suis dit, ben, je suis la bonne personne pour en parler. Il n'y aura personne en compétition avec moi. Et excuse-moi mon ignorance peut-être, mais est-ce que le film a été tourné pendant la pandémie, pendant la période de COVID?
On l'a tourné juste avant, mais en OK. fait, c'est la post-production qui a été vraiment ralentie par la pandémie. On allait sortir le film en 2020, puis quand que mars 2020 est arrivé, nous, tout a été arrêté, puis là, c'était décalé de mois. En fait, comme c'est un film à petit budget, j'ai beaucoup d'amis qui ont été impliqués sur le projet. Je disais à mes amis, je dis, ben, quand tu as un trou de travail, on va travailler, puis c'est correct, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Puis eux, c'est comme ça qu'on a travaillé. Je savais que la post-production allait être longue, j'étais à l'aise avec ça. Bon, la pandémie l'a repoussé, puis après ça, on est arrivé pour le lancer en festival, et on s'est dit, ben, on va attendre un moment plus propice, parce que c'est un film qu'on a fait pour les festivals de films, pour le grand écran, pour que moi, je puisse aller le présenter, l'accompagner. Donc, vraiment, ça l'a retardé le film d'un an à septembre 2021 à San Sebastian. Mais, comme je le disais, j'ai pu aller présenter le film dans tellement de pays, puis je pars encore dans un peu plus qu'une semaine. Je m'en vais au Luxembourg, en Belgique et en Espagne. Puis en avril, c'est la même chose. Je m'en vais dans 3 autres festivals de films en Europe. Donc, je suis super. En bout de ligne, je veux dire, chanceux. J'essaie d'attraper les creux de vague de COVID. Tant mieux que tout sourit. On a parlé un peu de Tanya Bjork, mais pour Robert Neller, lui, c'était-tu un choix évident? C'était-tu un processus d'audition? Non, j'ai pas auditionné Robert. Parce que j'étais vraiment à la recherche quand même d'un acteur assez précis, c'est-à-dire je voulais un acteur qui avait de l'expérience parce qu'on allait avoir peu de jours de tournage et je me suis dit quelqu'un qui va être capable de prendre le rôle rapidement parce qu'on a eu 0 répétition. Je veux dire, moi j'ai rencontré Robert, je suis prendre un café avec lui, 45 minutes, je lui ai parlé du rôle, puis tu sais, je veux dire, à partir de la 10e minute, il y a la caméra sur lui tout le long du film. Et j'ai eu 45 minutes, puis après ça, on s'est revu le jour du tournage et on commençait. Donc, la raison aussi pour laquelle je pense que Robert s'est démarqué, c'est que j'étais allé voir le film d'Arabal, Quand l'amour se creuse un trou. J'étais allé au cinéma, puis Robert était là avec Arabal pour discuter du film. Et il avait dit qu'il avait fait la composition sonore il avait fait la bande son, donc il a fait la musique du film. J'ai trouvé que c'est un bon travail, sa performance était bonne. Et quand il s'adressait au public, répondre aux questions, je trouvais qu'il y avait vraiment une réflexion intéressante sur son travail d'acteur. Je me suis dit, ben, avec lui, on va pouvoir approfondir, réfléchir sur le rôle. Ça me tente de passer du temps avec lui. Donc, à partir de là, il a vraiment fait du chemin dans ma tête et on l'a contacté, puis je me croisais les doigts pour qu'il accepte de prendre le rôle. Et bien, en terminant, est-ce que justement le temps de la pandémie et l'attente de sortir de ce film-là t'a permis d'embarquer sur un nouveau projet? Est-ce que tu travailles sur quelque chose qui s'en vient? Ouais, donc avant que le film sorte au printemps dernier jusqu'à l'été, je commençais à réfléchir, à écrire pour mon prochain projet. Puis moi, je m'étais dit que bon, mais le film, on va tout travailler fort. Quand on a su qu'il était accepté à Saint-Sébastien, on va pouvoir lancer ça en octobre. Puis après ça, je rembarque sur mon prochain projet. Ça n'a pas du tout été ça. Là. J'ai été avalé par le film. C'est toutes les bonnes nouvelles, mais ça m'a complètement pris du temps. Mais à partir de mars-avril, je commençais à refaire des photos à l'automne parce que je travaille beaucoup avec mes lieux de tournage. Je travaille beaucoup l'écriture, ça m'influence. C'est un aller-retour. Donc, je suis allé dans ma région agricole. Je vais encore tourner mon prochain film là. Et je suis allé photographier un ami qui travaillait sur ses terres. Là, bien, cette semaine, je vais aller photographier des pistes de motoneige. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, je suis là-dedans. Et je vais en parler aussi déjà un peu à l'équipe, mais au printemps prochain, je vais être enfermé. Les gens, s'ils veulent m'appeler, ils ne pourront pas me rejoindre. Je ne répondrai pas. Je vais être juste en train d'écrire. Eh bien, merci pour cet entretien et vraiment bon succès à ton film Le bruit des moteurs qui prend l'affiche dans les cinémas. Merci. Puis, je vous souhaite un bon podcast et du bon cinéma encore pour l'année. Merci. Excellent. Salut. De retour au balado. Le bruit des moteurs, moi j'ai vraiment aimé ça. L'univers un peu, pas dystopique, là, je cherche le bon terme, mais juste un petit peu déconnecté. Tu es juste un petit peu entre le rêve puis la réalité que tu dis, OK, c'est comme la vraie vie, mais il y a certains trucs un peu décalés. Puis, tu sais, Philippe s'en cache pas, là, ça fait partie de l'essai, là, comme il disait, de toujours faire un peu pas comme ils devraient faire. Là. Mm-hmm. Fait que on pense aux policiers qui ont les blousons en chemise de jeans, là, les Canadiennes tuxedo. Ouais, comme il appelle. Ouais, et puis, non, évidemment, ce personnage-là aussi, donc joué par Tanya Bjork, qui est une espèce de pilote, mais qui semble, est-ce que c'est fait partie de son imaginaire? C'est un personnage qui est un peu intangible, là, on ne sait pas trop est-ce qu'elle est réelle ou pas. Donc, il joue beaucoup sur ces codes-là. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est nous montrer un métier ou un monde qu'on connaît peu, le monde donc des douaniers. Donc, toute cette partie-là, j'ai trouvé quand même assez intéressante et bien amenée, là, d'autant plus que, bon,
En plus qu'on sait que la plupart des personnes à l'écran sont de vrais douaniers, donc pas des comédiens. Donc ça rajoute encore plus à la chose et ça tire bien d'affaire. Il y a vraiment, c'est ça, le thème de l'étranger, de la recherche intérieure, un peu d'une sorte de crise d'identité. T'sais. Fait le film devient être un peu une métaphore sur lui-même, là, sur ce qu'il est lui-même. Là. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est très bien réfléchi. On lui souhaite bonne chance en avril pour revenir au prix Écran canadien si jamais c'est lui qui remporte soit meilleur réalisateur, meilleur premier film, puis aussi meilleure comédienne de soutien, je pense, par contre. Oui, parce que... Donc, vous voulez vraiment un film singulier, quand même. Mais pas inaccessible. Non, vraiment pas. C'est très bien écrit, avec un propos intéressant, une facture visuelle aussi qui lui est propre. Et moi, je dois avouer que j'ai adoré. J'en aurais même pris plus des scènes entre Robert et Marie-Thérèse Fortin, donc qui jouent fils et mère. Donc, je trouvais que c'était vraiment d'un naturel assez désarmant. Donc, j'ai bien apprécié. Alors, Le bruit des moteurs, si vous aimez le film québécois, c'est, je pense, un bon film à aller voir. Et surtout un réalisateur intéressant à suivre. Donc j'ai hâte de voir effectivement son prochain projet. Alors, sinon, dans les autres sorties, donc comme à l'habitude, on a déjà nommé plusieurs cette semaine, mais ceux-là sont plus limités. Là, ça se peut qu'elles soient plus difficiles d'accès. Il y a Compartiment numéro 6, qui est une comédie dramatique de Juho Kuosmanen ou Juho Kuosmanen, je sais pas, c'est finlandais, puis à part Koivu, mon finlandais n'est pas si fort que ça. On est à bord du train qui conduit la protagoniste au cercle polaire arctique. Alors, cette jeune étudiante en archéologie, une jeune finlandaise, partage sa cabine avec un jeune ouvrier russe, grossier et ivrogne. Et tout au long de leur voyage, va se bâtir une relation l'un avec l'autre. C'est plus comédie dramatique, c'est pas une rom-com. Le film, notamment, a été présenté au Festival de Cannes, au dernier festival, et il a remporté le Grand Prix ex-aequo avec un héros de Asghar Farhadi. Quand même. Ouais, le Grand Prix qui est à pas confondre avec la Palme d'Or, ça, c'était à Titan, c'est comme la coche juste en dessous. C'était aussi le représentant de la Finlande aux Oscars, qui n'a pas malheureusement fait la courte liste. Et il a été nommé au Golden Globe et au César également comme meilleur film étranger. Fait que c'est quand même surprenant que c'est un film qui a une grosse aura internationale, mais finalement, peut-être le timing, peut-être qu'il est un peu noyé dans l'ensemble de la programmation actuellement. Fait qu'il est sorti très limité pour ce film-là. C'est ça, majoritairement, se déroule comme en Russie, donc on parle russe et sous-titré, mais c'est le film finlandais, c'est ça la nuance. La petite nuance, exactement. Il y a le documentaire L'acte de la beauté de Nicolas Paquet, ou Paquette. C'est lui qui a fait Esprit de cantine il y a quelques années. On est sur une terre du bas du fleuve. Le philosophe et écrivain Jean Bédard a créé Sage Terre. C'est une ferme alliant agriculture et partage qui est un peu une forme de réponse à la crise climatique. Fait que c'est un mélange entre un genre de discours écologique et philosophique, là, pas la ferme comme telle, mais le documentaire, si on veut, entre un peu la sérénité, mais aussi l'urgence d'agir. Fait que c'est plus pour montrer les façons de faire d'une petite communauté qu'un film comme Demain ou des choses qui vont nous montrer l'ensemble des problèmes sur la Terre, si on veut. Et le film canadien, le drame familial de Vania Rose, qui s'appelle Femme Voiture ou Woman in Car en version originale, qui est une ancienne championne de tir à l'arc, veuve et mère d'une fillette, qui est bouleversée par le retour de son beau-fils en compagnie d'une femme bien mystérieuse. Les films canadiens qui, malheureusement, ont jamais une grosse sortie comme... Non. C'est comme un marché étranger pour nous, Québécois, à part peut-être Atom et Goyane. Ouais, c'est ça. Qui est le seul qui a réussi à... Mais il arrive souvent à se positionner à l'international aussi du même coup. Je sais pas, j'entendais aussi que le Canada anglais semble consommer beaucoup plus du produit américain. Bien sûr. Pourquoi on en ferait quand c'est juste en dessous puis c'est la même langue? Fait que
pour ça qu'on est vraiment unique, nous autres, avec nos subventions. Puis, ben, il y a quand même Téléfilm Canada, mais il en donne comme plus pour le Québec parce qu'on en crée plus, peut-être. Bon, sur cette note de financement, c'est ce qui conclut ce balado. La semaine prochaine, on vous parlera entre autres de... exact! De Batman, qui sera d'ailleurs pas en entrevue avec nous, mais la couverture du prochain magazine Mon Ciné à apparaître dans les prochaines semaines. Bien excité de voir cette nouvelle offrande. J'espère tellement que je ne serai pas déçu parce que mes attentes sont dans le piton. Ben, mais j'ai confiance. Avec un film de 3 heures, là, si après 20 minutes tu le sens pas, tu vas trouver le film long. Mais moi aussi, j'ai de bonnes augures. En tout cas, visuellement, ça a l'air superbe. Mais bref, on s'en reparle le 4 mars. D'ici là, pour nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier à commercialmonciné.ca et nous vous invitons, comme à chaque semaine, à vous procurer le magazine Mon Ciné, surtout que là, il y a plein d'articles pertinents sur les sorties de cette semaine. Il est disponible en version numérique ou physique dans la plupart des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, bonne semaine de cinéma, tout le monde, et bon popcorn, et on se reparle la semaine prochaine.